âmes d'Occident de Anatole Lebras. Première édition 1911. Le roman de Lauric Cosquer à Madame J. Leroy White. Le roman de Lauric Cosquer. 1. Un matin que j'avais accompagné un ami à la chasse aux oiseaux de mer dans les parages de Buguélès, nous ne fûmes pas peu surpris, en approchant de ce petit village de pêcheurs perdu au fond d'une crique de la Manche trégorroise, d'entendre tinter à coups joyeux l'unique cloche de sa chapelle. Buguélès n'étant qu'une trève de la paroisse de Penvénan, on y célèbre d'ordinaire la messe qu'une fois l'an, le jour du pardon, qui ne vient qu'en septembre. Or, nous étions dans la première semaine d'août, comme l'eût attesté, à défaut de calendrier, la merveilleuse lumière estivale qui dorait au loin la mer et les îles, et, plus près de nous, les menus champs de la côte encore couronnés de leurs blés intacts. Que se passait-il donc d'insolite ce matin-là, et à quelle occasion cette sonnerie d'allégresse dont les notes légères s'égrenaient comme un vol d'alouettes dans l'opulente clarté d'un ciel triomphal? Curieux de m'en informer, j'avisai un paysan de ma connaissance en train de réparer un talus. « Vous ne savez donc pas, fit-il, en prenant lui-même un air étonné, mais c'est Lauric Cosquer qui épouse Néa Garandel, et à cause que celle-ci est impotente, le recteur du bourg a consenti à ce qu'ils fussent mariés dans la chapelle. » Lauric Cosquer, Lauric Cosquer! Ce nom ne fut pas sans réveiller en moi un souvenir resté précis. Enfant, je me rappelais avoir eu en grande vénération un brave homme qui le portait. Lauric est un diminutif de Laure, qui est à son tour un diminutif de Laurent. Il y a en Bretagne 3 catégories de gens qu'on a coutume de désigner par ces diminutifs affectueux, les bambins, les innocents et quelquefois les vieillards. Le Lauric Cosquer, dont ma mémoire enfantine me renvoyait soudain l'image, appartenait à cette dernière catégorie. C'était un ancien matelot retraité, un pensionné de la mer, comme on disait, à qui manquait un bras, le bras droit, tranché d'un coup de hache d'abordage dans je ne sais quel combat. Il était vieux, ou du moins me paraissait tel, avec son collier de barbe grisonnante, ses allures graves de patriarche, sa figure mince, toute labourée de rides, qui lui plissaient la peau comme des vagues, et ses oreilles velues de loup de mer, des oreilles aux larges lobes violacés que traversaient 2 anneaux d'or. Mais une jeunesse étrange persistait dans ses yeux bleus, d'un bleu délicat, dont le regard était infiniment doux, quoiqu'un peu triste. Du temps que ma famille habitait Penvénan, il était rare qu'elle ne l'invitât point à venir manger la soupe du dimanche. 2. Une touchante coutume bretonne, cette soupe du dimanche. Nos populations rustiques sont demeurées obstinément fidèles à la grand-messe. Elles ne s'y rendent pas seulement par piété, mais aussi par plaisir. Dans les fermes éloignées, on s'y prépare dès l'aube. Maîtres et domestiques, après avoir soigné les bêtes et lâché les chevaux dans les prés, procèdent à leur toilette hebdomadaire. On se débarbouille en commun à l'auge du puits, dans la cour. Chacun revêt ses habits propres, ses hardes du dimanche. 3 sons de cloche, espacés de demi-heure en demi-heure, annoncent l'office. On se met en route à l'appel du premier son. Au printemps, en été, même dans l'arrière-saison, c'est une fête de s'en aller de compagnie vers le bourg par les sentiers des champs ou les chemins creux, sous la voûte mobile des branches ensoleillées. Les vieux ne sont pas moins assidus à la grand-messe que les jeunes. On les voit arriver de leurs pas alentis, suçant de leurs lèvres crispées la courte pipe de terre brune, dont ils secouent la cendre sur leurs pouces avant d'enjamber l'échalier du cimetière. Ils ont à l'église leur place consacrée dans les vieux bancs vermoulus qui entourent la base des piliers, ou sur les marches qui règnent au pied de la balustrade du chœur. C'est de là qu'agenouillés ou assis, ils suivent tant bien que mal l'office. Confiés pour la plupart en un état de douce somnolence, de vagues et ronronnantes rêveries que bercent les trémolos des chantres, ils ruminent d'obscures pensées ou remuent les poussières de leurs souvenirs tout en roulant, d'un geste à la fois dévotieux et machinal, les grains usés d'un interminable chapelet. À l'issue de la messe, un régal, d'une essence moins mystique, attend les plus déshérités d'entre eux. Il est en effet d'usage, en vertu d'une tradition immémoriale dont l'origine remonte peut-être au régime des anciens clans, que dans toutes les maisons un peu aisées de la bourgade, leur couvert soit mis ou, pour parler comme en Bretagne, leur soupe soit trempée.
Chaque famille a naturellement ses hôtes de prédilection et, comme qui dirait, sa clientèle attitrée. Nous avions adopté Lorick Cosquer, et je ne concevais pas, à cette époque, le déjeuner du dimanche sans lui. Il arrivait pourtant qu'il cherchât à s'y dérober, non que notre hospitalité lui fût à charge, mais par discrétion, car c'était une âme fière et d'une susceptibilité un peu farouche. Une fois sur deux, il fallait le guetter au sortir du cimetière, où il faisait exprès de s'attarder plus que de raison sur les tombes de ses morts, éparses aux quatre coins de l'enclos. J'avais donc mission de le relancer, et je m'en acquittais avec zèle. Il n'avait pas fini son dernier signe de croix que j'étais à ses côtés. « Allons, Lorick, tout le monde est là, on n'attend que vous. » Il secouait sa vieille tête frisée, enfonçait sur ses oreilles sa casquette en peau de loutre, achetée jadis au cours de quelque campagne polaire, et murmurait « Pas aujourd'hui, mon enfant, non, en vérité, pas aujourd'hui. » Mais je me cramponnais à lui, je le saisissais par le seul bras qui lui restât, et, de guerre lasse, il cédait enfin, tout en protestant qu'il n'avait ni faim ni soif, et alléguant que c'était une grande insolence de sa part d'abuser ainsi de la bonté des gens. On le poussait par les épaules dans la cuisine, où d'autres invités du dimanche, atteints comme lui de quelque infirmité, s'escrimaient déjà devant les assiettes pleines, et, dédaigneux des rites civilisés, mangeaient l'épaisse soupe aux légumes avec leurs fourchettes, ou piquaient les mets à la pointe de leurs couteaux de poche. Il y avait là Baptiste Javret, qui affirmait le plus sérieusement du monde n'avoir jamais eu ni père ni mère. Joson Keram, surnommé Jonas, parce que, ancien baleinier, il prétendait avoir failli être victime de la même mésaventure que le prophète biblique. Et Gabic, l'innocent. Et Canaan, le sourd-muet, Canaan, aux yeux éloquents, mais à la bouche tordue dans un perpétuel rictus d'impuissance. D'autres encore, qu'il serait trop long d'énumérer ou dont les noms m'échappent. Humbles et naïfs commensaux. Dès qu'ils voyaient paraître Lorick Cosquer, ils se serraient avec déférence pour lui faire place. Lorick apportait dans cette assemblée de ses pairs une note spéciale de gravité. La conversation prenait tout de suite un tour plus noble et, des racontards locaux s'élevaient aux considérations générales. Parmi ce petit monde, Lorick passait pour un philosophe, pour un homme qui, ayant beaucoup voyagé, avait beaucoup vu, beaucoup réfléchi. Sa philosophie, sans être gaie, était sereine, indulgente à la vie. Mais la mort ne lui faisait pas peur, si même il n'avait pour elle un secret penchant. Mourir, disait-il, est une chose plus aisée que de vivre. Quand l'heure viendra de virer l'off pour l'off, je serai prêt au commandement, et le plus tôt sera le mieux. J'ai plus de parents et d'amis en l'autre monde qu'en ce monde-ci, et ma foi, je ne serais pas fâché de les revoir. Sur un seul chapitre, il restait muet, celui de l'amour. Les autres l'en plaisantaient quelquefois, lui reprochaient de vieillir en célibataire impénitent, s'étonnaient qu'avec une pension viagère de 300 francs, il n'eût jamais songé à s'offrir une femme pour lui tenir société dans le logis du bord des grèves, dont il laissait volontairement pourrir le chaume, et où il passait les soirées en colloque taciturne avec un hibou apprivoisé qu'il appelait son cousin. À toutes ces pointes, Lorick ne répondait que par des haussements d'épaules. Ou bien, feignant une ironie qui sonnait faux, il déclarait d'une voix brève, un peu tremblante, « Mettons que j'ai fait vœu de célibat, comme les prêtres, et s'il vous plaît, n'en parlons plus. » 3. Tel était le personnage que le nom prononcé de Lorick Cosquer venait brusquement de ressusciter au fond de mes souvenirs. Il ne se pouvait évidemment pas qu'il fût le même qu'on mariait à cette heure sous les voûtes basses du petit oratoire marin de Buguélès. Depuis le temps que, promené de Penvénan par le hasard des migrations paternelles, j'avais perdu de vue le bon Manchot, il s'était bien écoulé quelque 25 ans. Le vieux Lorick, comme on l'appelait déjà dans ce lointain passé, devait être aujourd'hui presque un octogénaire, si, plutôt, il n'était pas sorti de la durée pour entrer dans l'âge éternel. Ce fut donc, par pur acquis de conscience, et pour n'avoir pas l'air de me désintéresser d'un événement carillonné à si grand bruit, que je demandai au paysan qui m'avait renseigné « C'est sans doute un filleul du Lorick Cosquer que j'ai connu autrefois. »« Un filleul ?» s'écria l'homme. « Par la Vierge, il n'a jamais eu qu'un Lorick Cosquer en ce pays. » Allons donc, celui dont je parle, s'il vit encore, a dans les 75 ou 80 ans.
Oui bien, monsieur, 78, sonnés à la dernière Pâque de Pentecôte. Nous sommes d'accord. Le sérieux même avec lequel il s'exprimait me fit croire à une de ces douces mystifications où les Trégorois, nés malins, sont toujours heureux de s'exercer. Il lut apparemment dans ma pensée, car il reprit en souriant « Je ne vous dis pourtant que ce qui est. Montez au village, et vous verrez. Vous aurez peut-être plus de foi dans vos yeux que dans vos oreilles. » Et, se remettant à son talus, d'ailleurs, conclut-il, ce Loric est un particulier qui ne fait jamais les choses comme tout le monde. Je voulus en avoir le cœur net. Aussi bien il était dans notre itinéraire de couper par Buguélès pour joindre plus vite les grèves de Plougrescant, chers au Courlis. Nous grimpâmes donc le raidillon qui mène au village, entre des rangées de roches vertes de lierre ou rouillées de lichen. La clochette là-haut ne tintait plus, signe que la cérémonie tirait à sa fin. De fait, nous n'eûmes pas plutôt atteint le placître feutré de gazon, où la chapelle est couchée comme un bloc de pierre d'une seule pièce, peu différent des mégalithes qui l'entourent, que nous nous trouvâmes en présence du cortège nuptial, si toutefois il est permis d'appeler de ce nom l'inénarrable défilé de couples humains auquel il nous fut donné d'assister. Vous eussiez dit d'une gageure. Hommes, femmes, tous étaient vieux, mais vieux invraisemblablement, vieux comme l'antique sanctuaire de mer dont ils venaient de franchir le porche, vieux comme les granites sans âge qui le dominaient de leur masse cyclopéenne. Et le plus beau, c'est qu'il n'y avait pas un de ces vieux, pas une de ces vieilles, qui ne fussent éclopés de quelques membres. Mon ami ne put se défendre d'un éclat de rire à cet extraordinaire spectacle. Mais c'est une sortie d'hôpital, cette noce. Nous comptâmes au hasard 3 jambes de bois, 2 bosses, autant d'yeux crevés, une paire de pieds-bots, 4 crocs de fer vissés à des moignons. Seul le joueur d'accordéon qui ouvrait la marche paraissait exempt de tard. À peine eut-il fait 10 pas que nous constatâmes qu'il était aveugle. Des costumes, il en allait comme des types. On eût difficilement imaginé un plus baroque assemblage de vêtures surannées, fleurant jusque sous le soleil d'août le moisi des garde-robes ancestrales. Le crâne des hommes s'emboîtait tout entier dans d'indescriptibles tromblons. Sur la tête des femmes se gonflaient d'immenses catioles, vastes comme des voilures. Si grotesque pourtant que fût cette étrange mascarade, elle avait, à y regarder de plus près, quelque chose d'attendrissant qui en corrigeait le comique. Il suffisait, en effet, d'un coup d'œil sur ces vieilles physionomies fanées, parcheminées, ratatinées, pour se sentir touché par l'espèce de rayonnement intérieur qui les illuminait. C'était une joie contenue et sans geste. La joie même est silencieuse en Bretagne. Mais rien qu'aux petites flammes de sang qui rosissaient les pommettes couleur de buis, rien qu'au fugitif éclat des prunelles décolorées, il était visible que toute cette séquelle boitante, clopinante et tortillante communiait religieusement dans le bonheur de Loric comme si c'eût été le sien propre. Car c'était bien Loric, le Loric de mes dimanches d'enfant, et pas un autre, pas un de ses arrière-neveux ou de ses homonymes, qui s'avançait, ainsi escorté entre la double haie des gens du village, accourus avec leurs marmailles pour lui faire fête. Il avait remplacé la casquette en peau de loutre par un large couvre-chef évasé en cône et portait glorieusement épinglé au parement de sa veste bleue de roi le bouquet de fleurs artificielles orné d'un flot de rubans, qu'il est de règle en Bretagne trégoroise d'arborer quand on se marie. Mais, à part ces 2 détails de toilette, j'eusse été fort en peine de dire ce qu'il pouvait y avoir de changé en lui depuis le temps que je ne l'avais revu. C'était à croire que ces 25 ou 30 années qui avaient fait de moi un homme mûr avaient passé sur lui sans le frôler. Il avait même, dans le port et l'allure, un dandinement allègre que je ne lui avais jamais connu, et le bleu fin de ses yeux limpides, ravivés comme un ciel d'avril, brillait d'une ardeur inaccoutumée. C'était le même Loric Cosquer, mais ragaillardi et comme remis à neuf. Il marchait avec une lenteur calculée, d'un pas de procession, donnant le bras, son unique bras valide, à une délicieuse vieille, toute sculptée, tout amenuisée par l'âge, fraîche néanmoins, blonde encore d'un blond argenté, mais dont les rhumatismes sans doute, si fréquents chez les femmes de la mer, avaient à demi ankylosé les jambes, car elle cheminait péniblement sur la pointe de ses souliers à boucles, avec de petits sautillements d'oiseaux blessés qui n'étaient d'ailleurs pas sans grâce.
Le couple des vieux jeunes époux traversa le Place-Citre, puis obliqua vers la principale auberge du lieu, suivi de la queue zigzagante et cahotante des conviés, et précédé du sonneur d'accordéon qui, sous prétexte de jouer l'air de « J'ai du bon tabac », arrachait aux entrailles fatiguées de son instrument des notes stridentes et sauvages, de véritables mugissements de tempête. Sur les flancs et les derrières de la noce, tout le village en rumeur bourdonnait comme un essaim. Nous descendîmes vers l'auberge avec la foule. C'était le moins que je prisse le temps de complimenter Lorick Cosquer sur ses épousailles, puisque cependant le hasard m'en rendait témoin. L'envie aussi me poussait de savoir par quel motif il avait pu être amené à cette détermination presque in extremis. Nous le trouvâmes dans la cuisine, où il attendait avec ses invités que l'hôtesse donnât le signal de se mettre à table. Assis à côté de sa compagne, sur le banc du lit clos, près de l'âtre, il se disposait à allumer sa pipe. Mais je ne lui eus pas plus tôt demandé s'il se souvenait encore de moi que, de surprise, il laissa choir à terre le morceau de braise qu'il faisait sauter dans le creux de sa main. « Vous » s'écria-t-il, « c'est vous ?» Une buée subite ternit ses yeux clairs. J'étais ému moi-même de son émotion. Il ajouta, en une sorte d'aparté pieux, « Ce jour est donc 2 fois un jour de bénédiction. » Puis, sa pensée se reportant, selon une habitude invétérée de l'esprit breton, vers ceux des miens qui n'étaient plus, « Que la grâce de Dieu soit avec les défunts » murmura-t-il. Il y eut un amen discret et de nombreux signes de croix dans l'assistance. Lorick s'était tourné vers sa femme. « Néa Garandel, le nom des parents de cet homme-ci devra toujours être dans nos prières. » La vieille acquiesça de la tête, sous sa grande cornette à l'ancienne mode, dont les ailes recourbées l'enveloppaient quasi toutes de leurs blanches mousselines empesées. J'allais remercier quand, de la pièce voisine, s'éleva la voix de l'hôtesse annonçant que c'était prêt. « J'ai tant mangé de fois la soupe chez vous, un temps fut que vous ne refuserez pas aujourd'hui de goûter à la mienne, vous et votre camarade, » me dit Lorick en rentrant dans la poche de son gilet la pipe dont j'avais arrêté l'allumage. Je le priai de nous excuser, les gens de la noce avaient déjà tous gagné leur place devant les plats fumants, qui nous objurguaient encore pour l'amour de Dieu et des saints. Jusque sur le pas de la porte, il me supplia. « Vous avez vu, disait-il, j'ai voulu que tous les anciens, tous les maléficiés du quartier fussent du fricot. Je n'ai pu avoir ni Baptiste Javray, ni Gapic l'innocent, parce qu'ils sont morts, Dieu ait leurs âmes. Mais il y en a d'autres qui vous ont connus. Venez. Si je vous avais su au pays, j'aurais fait les choses comme on doit. Je vous aurais envoyé les inviteurs, et vous n'auriez pas pu ne pas venir, n'est-ce pas ?» La voix de l'hôtesse, s'élevant de nouveau, lui coupa la parole. « Lorick, on vous réclame pour le bénédicité. »« Voilà que vous oubliez les devoirs de votre état, » lui dis-je. « Ne faites pas languir votre monde, et apprenez-moi seulement où vous comptez demeurer désormais avec votre femme. Toujours au vieux moulin de Pellinec, donc, n'est-ce pas à la femme de suivre son mari? J'ai fait mettre un toit neuf, en ardoise. Eh bien, je prétends aller, un de ces jours, trinquer avec vous, mais à la condition que vous m'expliquerez. » Il ne me laissa pas finir, et, lâchant ma main qu'il avait saisie, « Pourquoi Lorick Cosquer devient à 78 ans l'homme de Néa Garandel? Si l'histoire vous intéresse, je vous la conterai quand il vous plaira. Je n'ai plus de raison pour la cacher, ni à vous, ni à personne. » Il y avait une gravité singulière et comme une tristesse dans l'accent dont il prononça cette dernière phrase. L'instant d'après, comme nous passions sous la fenêtre de la salle où il avait rejoint ses convives, nous l'entendîmes qui commençait, d'un ton solennel et presque sacerdotal, « Benedicite, Domine, nos et ea. » 4. L'anse de Pellinec n'est séparée du village de Buguélès que par une étroite langue de terre. Un ruisseau y débouche dans les sables qui alimentaient autrefois les vannes d'un ancien moulin seigneurial aujourd'hui désaffecté. Une roue extérieure à moitié pourrie, dont les haies noirâtres et suintants font penser à du bois fossilisé, témoigne seule de la primitive destination de l'édifice. L'étang lui-même s'est envasé et transformé en un fourré de plantes aquatiques, où, parmi le foisonnement des roseaux, des osmondes et des nénuphars, pullulent les sarcelles et les pluviers. La maison, en grosses pierres de taille, tourne le dos à la mer qui, à la marée montante, en vient battre les assises incrustées de coquillages et toutes chevelues de goémons.
Les 3 ouvertures de sa façade, à savoir la porte, une fenêtre moyenne et une lucarne, donnent sur l'étang. On y accède, ou mieux, on y descend par un escalier d'une dizaine de marches, pratiqué dans la maçonnerie d'une chaussée en contre-haut, qui faisait anciennement l'office de barrage. Le paysage, alentour, est solitaire. Du sentier herbeux qui suit la chaussée, l'œil n'aperçoit d'un côté que de plates étendues de sable, semées d'îlots, de l'autre que des arêtes chauves de collines enserrant un court vallon boisé. C'est dans cette Thébaïde semi-terrienne, semi-marine, que, peu de jours après notre rapide entrevue de Buguélès, je vins rendre visite à Lorick Cosquer. Il s'y était installé, m'avait-il conté jadis, après avoir gagné ses Invalides. C'était alors un logis abandonné dont la toiture de chaume s'effondrait et que l'on disait hanté par des esprits, lesquels étaient, paraît-il, tout prosaïquement les corneilles des bois voisins, une tribu de rats de mer et quelques nichées d'oiseaux nocturnes. 26 ou 28 ans, Lorick Cosquer avait vécu sous ce chaume délabré, bercé dans ses souvenirs ou dans ses songes, par la plainte du vent à travers les joncs et par le clapotis des vagues au pied du moulin, sans autre compagnie que la sienne et celle du mélancolique génie de ce lieu sauvage, incarné sous les traits d'un hibou. Par quelle lubie soudaine cet anachorète des grèves imaginait-il aujourd'hui, presque à la limite extrême de l'âge humain, d'introduire dans sa demeure et dans sa vie une femme ? Y avait-il là le mystère, toujours passionnant, d'une destinée, ou simplement une aberration, une rupture d'équilibre, le commencement de la déchéance définitive dans le cerveau affaibli d'un vieillard? Ça, Lorick, vous voyez que je suis fidèle à ma promesse. J'espère que vous allez l'être à la vôtre. Néa, Néa, c'est le monsieur. Il se fit un remue-ménage dans le vieux logis, dont mes yeux, encore pleins de la grande lumière du dehors, percèrent d'abord assez mal la pénombre. Lorick s'empressa vers moi, me guida jusqu'à la table où Néa s'était mise en devoir de dérouler la nappe au pain, puis de déposer 2 tasses et une bouteille à peine entamée. « C'est le vin qui reste de la noce, » dit Lorick. Comme de juste, l'hôtesse nous a donné à emporter ce qui n'avait pas été bu. Il versa et nous trinquâmes. « Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter, Lorick ?» demandai-je. « Plus rien, » répondit-il d'une voix brève et concentrée. Le seul vœu que j'ai jamais fait, je l'ai obtenu tard, mais je l'ai obtenu. Il promena le revers de sa manche sur son visage, en apparence pour s'essuyer les lèvres, en réalité pour sécher à ses paupières une larme qui menaçait de tomber. Aussi vite, du reste, il secoua son émotion et reprit avec un paisible sourire: « Vous avez remarqué le toit neuf, au moins. » « Comment donc? Du plus loin qu'on dévale vers Pellinec, on en voit étinceler les ardoises. » Sa figure s'épanouit dans son large collier de barbe blanche. « Et ici, trouvez-vous que c'est bien ?» Mon regard avait eu le temps de s'habituer à la demi-lueur verdâtre, à l'espèce de pâle jour sous-marin qui flottait dans la pièce. Je n'aurais jamais soupçonné chez Lorick Cosquer un mobilier aussi cossu. L'armoire, de châtaignier massif, avait les proportions d'un monument. Les initiales des 2 nouveaux époux s'y lisaient en grosses lettres fraîchement entaillées au couteau dans le bois. Le dressoir était paré d'assiettes irréprochables. L'horloge trônait dans une longue gaine historiée de fleurs peintes et percée en son milieu d'une ouverture vitrée où passait et repassait comme une lune d'or l'orbe sans tache d'un balancier resplendissant. Mais la merveille, c'était, à gauche du foyer, le lit clos, avec son cintre sculpté, garni de courts rideaux à ramages, entre lesquels on distinguait, cloué contre le mur du fond, au-dessus de l'entassement rebondi des couettes et des matelas, un grand bénitier de faïence, ombragé par toute une gerbe de buis pascal. À la maîtresse poutre du plafond planait, suspendue comme un ex-voto, une de ces bouteilles commémoratives où les gens de mer s'ingénient à faire entrer, par un miracle de patience, la reproduction minuscule mais exacte, et sans qu'il y manque un seul agrès, du navire de l'État ou du commerce, à bord duquel ils s'enorgueillissent davantage d'avoir servi. Tout cela respirait une propreté avenante, avec une vague odeur de vieux, néanmoins, ce je ne sais quel relent des siècles, ordinaire à la plupart des logis bretons, comme si les maisons elles-mêmes, en ce pays d'antiquité, suaient le passé par tous leurs pores. « Oh, oh, Lorick !» déclarai-je, mon inspection terminée. « Ceci ne doit guère ressembler à la case dont vous me parliez autrefois. Néa Garandel en a fait un palais. » La jolie vieille, qui remuait avec une fourche de fer la braise de l'âtre, se retourna au compliment.
Grand merci, monsieur, dit-elle. Mais à chacun son dû. Même du temps que l'Auric ne m'avait pas, les choses ont toujours été séants telles que vous les voyez. Case ou palais, Néa Garandel n'y est pour rien. Ne la croyez pas, intervint l'Auric avec vivacité. Je ne soignais le nid que pour l'amour d'elle, sûr qu'elle finirait bien un jour par y venir nicher. Puis, comme je le regardais de l'air indécis de quelqu'un qui n'est pas dans la confidence, vous allez saisir, continua-t-il. Vous êtes venu chercher une histoire, vous l'aurez. Par exemple, vous prendrez le café avec nous. Néa s'apprêtait à le mettre sur le feu quand vous êtes entré. Pendant que l'eau bouillira, nous fumerons, vous écouterez et je conterai. 5. Sa pipe allumée, il commença. Vous souvenez-vous comme il me plaisantait jadis les autres, à cause, disait-il, que je n'avais jamais aimé aucune femme? Je ne répondais rien. À quoi bon? Ils n'eussent pas compris. L'amour est une fleur rare, monsieur. Beaucoup s'imaginent l'avoir cueillie, qui n'ont cueilli que son ombre. Elle est comme l'herbe d'or, l'aourie hautaine des légendes, qui ne s'épanouit que tous les 7 ans, la nuit de la première lune, en des lieux difficiles à connaître. Il faut savoir la distinguer à la minute unique où elle se révèle par son éclat parmi les autres fleurs. Il faut aussi porter sur elle une main prudente, sinon elle se dérobe, glisse, ne vous laissant au bout des doigts qu'un peu de poussière dorée. Car c'est une fleur vivante, monsieur, et qui, si l'on ne s'est pas trompé en la coupant, ne sèche plus. Moi, je l'ai trouvée sans la chercher, et j'en ai eu l'âme embaumée à toujours. Il avait alors 17 ans. 17 ans et 8 mois, supputa-t-il. Son père, qui était taupier, lui avait enseigné son état. Les taupiers formaient à cette époque, en Bretagne, une corporation fort prisée. La croyance paysanne voyait dans la taupe un être infernal, diabolique. C'étaient, disait-on, les fermiers avaricieux qui, après leur mort, se réincarnaient dans ces animaux, pour revenir labourer la terre par en dessous. Les gens qui faisaient métier de les détruire passaient pour des manières de sorciers, possédant un secret spécial qu'ils se transmettaient de génération en génération. Tandis que le père s'en allait de son côté, l'Auric s'en allait du sien, son hoyau sur l'épaule, un bissac en bandoulière. Déjà réputé pour un maître dans la pratique de son art, jovial du reste, toujours un brin de chanson aux lèvres, l'Auric Cosquer était partout le bienvenu. Dès qu'il paraissait à l'entrée de la cour, le bouvier occupé à curer les tables, ou la servante, en train de donner à manger au porc, s'écriait « Salut à l'homme au taupe, salut au goéther !» Et les visages semblaient si contents que c'était comme s'il eût apporté le soleil. Dans les grandes fermes, il restait parfois toute une semaine. Dans les petites, 2 jours, 3 jours au plus. À peine arrivé, on le pressait de questions. Il fallait qu'il débitât les nouvelles apprises d'un terroir à l'autre, les mariages et les décès, les aventures sentimentales des jeunes gens, le prix du blé, le cours du bétail, 1000 choses encore. Il s'exécutait de si bonne grâce que la veillée se prolongeait souvente fois jusqu'à ce que la dernière larme de la chandelle de résine eût fini de s'égoutter sur la pierre de l'âtre. À la prime blancheur de l'aube, il était sur pied et partait pour les champs. Ah, qu'il en avait vu se lever des matins de toutes les couleurs. Sur les 10 heures, on lui apportait son déjeuner, une écuellée de soupe d'oing, une tranche de lard, un morceau de pain bis, moitié seigle et moitié froment. Tout en cassant sa faim, il échangeait quelques mots avec la personne qui était venue et qui était à l'ordinaire le gardeur de vaches, mais parfois aussi la fille de la maison. Ce fut ainsi que sa planète voulut qu'il liât connaissance avec Néa Garandel. Un très modeste domaine, cette terre des Garandel, sise en la paroisse de Canlès, sur les pentes de la vallée du Pont-Neuf, là-bas, dans l'arrière-pays. Un corps de logis sous chaume, 2 ou 3 crèches délabrées, un mulon de paille autour d'une perche, une charrette ferrée, un cheval de labour, 2 vaches laitières avec leurs veaux, une truie pleine, sauf votre respect, 6 journaux cultivables, dont un soupré, plus un arpent de lande. C'était tout l'avoir de la famille. Mais, miséricorde, quel brave monde! Le père avait été soldat sous Napoléon l'Ancien, un homme étonnant, qui avait appris à jurer en 20 langues. Oui, n'est-ce pas, Néa, en 20 langues, sans compter le breton. Ah, c'est celui-là qu'il eût fallu entendre conter son histoire. Il avait fait la guerre chez les Russes. Rien qu'à la façon dont il vous disait « Imaginez-vous de la neige !» Tout le froid du pays de l'hiver vous passait dans les moelles, et vos cheveux se hérissaient aussi raides que les dents de glace au chaume des toits.
Selon lui, l'empereur n'était pas mort. Il courait les mers, sur un navire blanc, louvoyant pour dépister les Anglais, n'attendant qu'une occasion propice de débarquer en Bretagne. Sitôt qu'il aurait pris terre, toutes les cloches de tous les clochers se mettraient à carillonner d'elles-mêmes. Il n'eût pas fait bon le contredire là-dessus, le père Garandel. La mère, Fanta, était une femme d'une 40aine d'années, accorte de figure et de manières, et qui grasseillait un peu en parlant. Des deux gars, l'aîné, après avoir tiré au sort un bon numéro, s'était engagé pour toucher la prime, en remplacement du fils du notaire de Langoat. Le cadet était entré en apprentissage chez un bourrelier du bourg, en sorte qu'il ne restait d'enfant à la maison que Néa. Quoique le train des Garandel fût des plus médiocres, l'Auric ne se plaisait nulle part autant que chez eux. On y mangeait plus de patates et de bouillies que de viande fraîche ou de lard fumé, mais cette nourriture, servie dans le chaudron de fonte par les mains de Fanta et assaisonnée par les récits du vieux, lui paraissait le plus exquis, le plus succulent des régals. Il faisait dans la crèche aux vaches, où il n'avait pour lit qu'une couette de paille entre 4 piquets, des rêves merveilleux qui lui laissaient dans l'esprit, pour toute la journée, un contentement particulier d'être au monde, de voir le ciel sur sa tête et de sentir la terre sous ses pieds. Pourquoi n'était-il en ces dispositions d'humeur que chez les Garandel? Il ne se le demandait même pas, ou, s'il lui arrivait d'essayer d'y réfléchir, il se l'expliquait par cette observation qu'il avait souvent ouïe dans la bouche de son père, à savoir qu'à respirer l'air d'un logis honnête, où chacun travaille pour tous, on en garde en soi comme un parfum. Or, il y avait une autre raison, la vraie, et qu'il découvrit un beau jour, comme par une révélation. Ce fut exactement le 12 avril. Après 60 ans comptés, il revoyait encore toute nette la figure qu'avaient ce matin-là les choses. D'abord les prés, nouvellement reverdis, tapissés d'une jeune herbe de printemps, soyeuse comme une fourrure de chat, que mouchetaient les taches brunes des taupinières. Puis la rivière, sinueuse, grossie par les pluies de mars, tantôt courante et bruissante et chantant la claire chanson de l'eau vive, tantôt endormie en nappes tranquilles et mirant sur des fonds de sable les fins rameaux des aulnes à peine feuillus. Puis les collines, voilées d'une brume légère, et les maisous, les terres hautes, d'où s'élevaient de calmes fumées, émanées de toits invisibles. Enfin le ciel, un grand ciel très pur, très éloigné, très vaste, enveloppant tout d'une lumière humide et bleue, d'une lumière tendre comme une caresse. Il avait jeté bas sa veste et besognait ferme, en corps de chemise, sous le soleil béni. Pourtant, contrairement à son habitude, quand il était en tournée chez les Garandel, un vague malaise l'oppressait depuis son réveil. Il avait l'impression que dans sa poitrine, son cœur n'était plus en place. Par moments, il l'entendait battre à grands coups sonores comme une cloche de pardon. Puis, brusquement, le carillon s'éteignait en un silence plein de mystère. Jamais encore il n'avait été ainsi. Un trouble étrange l'agitait, quelque chose comme le pressentiment obscur d'il ne savait quoi. « Qu'est-ce donc qui va m'arriver ?» se demandait-il. Cela devenait à la longue si violent qu'il eut peur que la tête ne lui tournât. Plantant là son moyau, il avisa un tronc d'aulne penché au ras de l'eau, s'y étendit à plat ventre et se plongea la face dans le courant qui était d'une fraîcheur glacée. En cet instant même, derrière lui, dans la pente, une voix cria « Loric, hé, Loric Cosquer, où donc êtes-vous » Il se sentit soulevé comme un poisson que le pêcheur, d'une secousse de sa ligne, fait sauter sur la berge. La voix, de nouveau, répéta « Loric, Loric, hé !» Oh, cet appel si jeune, si vibrant, d'un timbre si harmonieux, dût-il vivre encore autant qu'il avait déjà vécu, il l'entendrait toujours, toujours. Celle qui le hélait se tenait debout dans une brèche de talus, au flanc du coteau, entre deux touffes de pruneliers dont les branches bourgeonnantes se rejoignaient presque à la hauteur de sa coiffe. Sa jupe de laine rousse à raies bleues lui descendait à peine aux chevilles et, de l'étroit corsage aux parements entr'ouverts qui lui serraient la taille, son cou svelte s'échappait comme une fleur de sa gaine. Son visage, rosé par l'air vif, semblait éclairé d'une gloire dont ses cheveux d'or pâle ébouriffés autour des tempes eussent été les rayons,
Toute sa personne était si légère, si immatérielle à voir, elle touchait si peu la terre, même avec ses sabots, que vous eussiez dit une apparition, un de ces follets aériens qui voltigent, à ce qu'on raconte, dans les vapeurs des prairies et se posent sur l'herbe, sans la courber. L'Auric, à son aspect, était demeuré comme en extase. Elle lui eût annoncé « Je suis la Vierge Marie, conçue sans péché », qu'il n'aurait pas éprouvé un saisissement plus religieux. Il n'osait ni faire un mouvement, ni articuler un son, par crainte de la voir s'envoler. Et ce n'était, certes, que la petite Néa Garandel, mais une Néa si différente de celle qu'il avait cru connaître jusqu'alors, une Néa si transfigurée. Elle, cependant, dès qu'elle l'avait aperçue, à demi agenouillée près du tronc d'aune, la face encore ruisselante, et fixant sur elle des yeux agrandis par la stupeur, était partie d'un grand éclat de rire. « C'est donc dans la rivière que vous attrapez maintenant les taupes, Lorick Cosquer ? Vous avez vos cheveux qui dégoûtent comme le poil d'un chien mouillé. » Et de rire encore, de rire si follement qu'elle fut sur le point de se laisser choir avec le panier qu'elle portait. Lorick s'était précipité pour la retenir. « Vous auriez pu vous faire mal, dit-il. L'herbe est glissante ce matin à cause de la rosée. » Il avait autre chose sur les lèvres, mais cela ne voulait pas sortir. Une sorte de charme invincible lui paralysait la langue. Comme il contemplait toujours la jeune fille plantée droit devant elle, immobile et les bras ballants, elle s'écria « Ah ça, Lorick, quand finirez-vous de me dévisager ainsi? On dirait en vérité que vous ne m'avez jamais vu. » Il baissa la tête pour répondre « Vous parlez juste, sans le savoir, Néa Garandel. Il me semble en effet que je vous vois aujourd'hui pour la première fois. » Il n'ajouta rien, mais tandis qu'il descendait de compagnie vers le bord de l'eau, il songeait, à part soi, se peut-il qu'une seule année ait suffi pour un tel miracle? La Néa de l'an passé n'était encore qu'une fillette, bonne au plus à garder les vaches, et que je trouvais d'habitude, le soir de mon arrivée, sagement assise sur le seuil de la maison à se réciter tout haut son catéchisme. Celle-ci est déjà une héritière, en sa fleur, dont les galants se disputeront demain le parapluie pour la conduire au pardon, et qui sèmera le souci d'amour dans le cœur de plus d'un jeune homme. Étais-je donc aveugle, hier, ou bien y a-t-il une vertu spéciale dans la lumière d'avril? Ils avaient atteint le bas du pré. Vive et preste, Néa tira de son panier une écuelle à couvercle et un paquet enveloppé d'un linge bien propre. « Voici votre déjeuner, Lorick. Il y a d'abord de la soupe aux fèves, que vous aimez tant. Et ceci, fit-elle en dépliant le linge, c'est des crêpes de froment de la fête de Sainte-Brigitte en Ploëzal, où nous avons des cousins. Ma mère vous les envoie pour que vous ayez aussi votre lot du pardon. » Sa voix résonnait dans le cœur du taupier, plus suave qu'un chant de bouvreuil. Il eût souhaité qu'elle parlât longtemps, toujours. Pour attendre qu'il eût mangé, elle était allée s'asseoir un peu à distance, sur une pierre moussue. Lui n'avait pas bougé. « Eh bien, Lorick Cosquer, vous n'avez donc pas faim, que vous vous morfondez, là, bouche bée, comme notre vieux recteur en chair quand il a perdu la suite de son prône ?» Faim, ma foi non. Lorick Cosquer n'avait pas faim. Il se força pourtant à manger par crainte d'offenser les Garandel, et aussi et surtout parce que, plus il prolongerait le repas, moins vite Néa s'en irait. C'est vous dire qu'il ne mettait pas les bouchées doubles. Jamais crêpes de pardon ne furent, en apparence, plus lentement et plus artistement savourées. Elles sont bonnes, n'est-ce pas, Lorick? Délicieuses, Néa. Et mentalement, il corrigeait. C'est vous, petite Néa Garandel, c'est vous, entendez-moi bien, qui êtes un délice. Mais, pour rien au monde, il n'aurait eu la hardiesse d'exprimer tout haut ce qu'il pensait tout bas. Fatiguée d'être assise, la jeune fille s'était levée, avait fait quelques pas le long de la rivière. Brusquement, elle recula. Elle venait d'apercevoir en l'air, au-dessus de son front, un chapelet de petites bêtes noires dont les cadavres en boule se balançaient, suspendus par les pattes antérieures à la maîtresse branche d'un chêne. « Que de taupes vous avez déjà tué, Lorick ?» fit-elle en se retournant. Il répondit, non sans orgueil, « Oui, comptez, il y en a 15. » Elle resta un moment pensive à les contempler, puis, après un silence, « C'est tout de même un métier comme il y en a peu que celui de taupier. » Prenant la chose pour un compliment, Lorick estima que l'occasion était belle de se faire valoir auprès de la jeune fille à qui, son cœur le lui disait clairement, sa destinée venait de se lier pour jamais.
Il releva d'un geste ses cheveux encore trempés et, debout sur la berge, il commença de discourir avec une loquacité fébrile, touchant son état. Oui, un métier comme il y en a peu, certes, car il y faut un talent que tout le monde n'a pas, et beaucoup de patience, d'adresse, de perspicacité. Ne devient pas taupier qui veut. Moi, j'ai eu ça de naissance. À 8 ans, je suivais mon père. Il a formé bien des apprentis. Mais demandez-le lui, si vous ne me croyez pas, aucun d'eux n'est à même de rivaliser avec son fils Loric, ni pour l'oreille, ni pour l'œil, ni pour la sûreté du coup de main. Quand mon hoyau s'abat, la taupe n'a plus qu'à réciter son De Profundis. Il n'y a pas de profession méprisable quand on l'exerce honnêtement, mais je suis fier de la mienne. En savez-vous d'autres dans nos campagnes qui soient d'un meilleur rapport? De l'Angélus du matin à l'Angélus du soir, je ne suis pas embarrassé pour tuer mes 25 ou 30 bêtes. À 1 sou la bête, voyez, le calcul est simple. Où sont-ils dans vos environs, Néa, les jeunes hommes qui, à mon âge, gagnent des 25 à 30 sous par jour? Il s'arrêta sur cette apostrophe. Il était à bout d'haleine, la lèvre sèche, les joues en feu. Néa, tout le temps qu'il avait parlé, n'avait pas quitté des yeux la guirlande des taupes mortes, dont les pattes de derrière, crispées sous le ventre, étaient roses comme des mains d'enfant. Devant la mine grave, l'attitude songeuse de la jeune fille, Loric ne douta point que ces paroles ne l'eussent profondément impressionné. Il en conçut une de ces joies intenses qui vous exaltent tout l'être. Mais son illusion ne dura guère. D'un mot, Néa lui fit sentir qu'il y avait un abîme entre leurs idées. À votre place, Loric, moi, j'aimerais mieux gagner moins et avoir un autre métier. Interloqué, il bredouilla. Pourquoi? Elle regarda de nouveau vers les petits ventres noirs, ballonnés et reluisants de soleil, réfléchit une minute en roulant autour de ses doigts les brides de sa capeline, puis répliqua d'un ton catégorique « Parce que !» Et elle acheva sa pensée par un geste de la main qui signifiait « Tant pis pour vous si vous ne comprenez pas. Après tout, ce n'est pas mon affaire. » Eh si, c'était votre affaire, ô toute gracieuse et toute puissante Néa Garandel, car la foi robuste que Loric Cosquer avait, tout à l'heure encore, dans l'excellence de son métier, voici que, sur un simple mot de vous, il venait de la sentir s'écrouler en lui, à jamais. Dire qu'il avait été si glorieux d'être réputé, à l'instar de son père, pour le roi des taupiers du Trégor, et qu'il en souffrait à présent comme d'une humiliation, comme d'un déshonneur. Et cela était l'ouvrage d'un brin de fille pas plus grosse qu'une tige de fougère, dont, la veille encore, il daignait à peine remarquer l'existence. Allez donc prétendre ensuite qu'il n'y a pas dans l'amour une force plus puissante que les 4 éléments réunis? Aussi tranquille que si rien ne se fût passé, Néa rangeait dans le panier l'écuelle, le plat qui lui servait de couvercle et le linge qui avait enveloppé les crêpes. Là, fit-elle, prête à regrimper la pente. Et, avec une de ces révérences à l'ancienne que l'on apprenait alors chez les sœurs, « Bonne continuation de journée, Loric !» Il se campa en face d'elle dans le sentier. « Il y a une chose que je voudrais savoir avant que vous ne vous en alliez de la prairie. Si vous aviez été homme, quel état auriez-vous donc choisi, Néa Garandel? »« Oh, un seul, le plus beau, le plus vaillant. J'aurais été marin sur la mer. » De quel accent superbe elle lança cette phrase! Et comme il brillait, ses yeux, vous eussiez dit 2 éclairs bleuâtres, pareils aux épars non suivis de tonnerre, qui labourent parfois les firmaments sans nuages des chaudes nuits d'été. Loric en eut l'âme comme traversée de part en part, et, à leur lueur rapide, il mesura quel bouleversement s'était accompli dans son destin. Son ancienne vie n'était plus qu'un rêve. Le vent printanier avait pris un goût de sel. Des eaux lourdes, salies d'étoupes et de goudron, léchaient les quais d'un port. Un vaisseau levait l'ancre. Il murmura « Soit !» Néa, elle, était déjà loin. Sa coiffe, là-haut, voltait comme un papillon blanc parmi l'ajourement délicat des jeunes verdures. Pour la première fois depuis qu'il était au monde, l'angoisse de la solitude étreignit Loric. Les prés, les champs, les collines boisées lui parurent vides, infiniment. La rivière, tantôt si joyeuse en ses bonds, ne roulait plus maintenant que des sanglots. Se remettre à sa tâche, il n'y songea même pas. Apercevant son hoyau planté en terre à ses pieds, il le saisit avec violence, le fit tournoyer au-dessus de sa tête et l'envoya dinguer à l'autre extrémité de la prairie. L'outil de ses exploits de taupier lui était devenu un objet de dégoût.
Comme si ce mouvement de rage eût épuisé ses nerfs, il s'affaissa de son long sur le sol et, s'apitoyant sur soi-même, il pleura, le nez dans l'herbe. À travers la brume de ses larmes, il revit l'image de Néa. Elle était en lui, elle l'emplissait tout entier, et il sentit qu'il ne pouvait plus vivre que pour elle, que, si elle refusait d'être un jour sa femme, il ne lui resterait plus qu'à mourir. Il n'est pire feu que feu d'amour, dit la sagesse des Bretons. En Lorique, un brasier flambait, allumé par une main d'enfant. Son sang bourdonnait dans ses artères et vibrait à ses tempes comme un tocsin. Il se traîna jusqu'à la rivière pour en aspirer la fraîcheur. 4, 5 heures peut-être s'écoulèrent ainsi. Les premières ombres du soir commençaient à baigner le vallon. Lorique secoua la torpeur qui avait succédé chez lui à la fièvre, marcha au chêne où il avait suspendu ses taupes, jeta le chapelet de cadavre sur son épaule et, après avoir, au passage, ramassé son hoyau, remonta vers la ferme. Il n'y avait dans la maison quand il entra que la ménagère. « Vous êtes plus tôt que d'habitude, Lorique, dit-elle. N'allez pas croire au moins que ce soit pour vous en faire reproche, mais c'est parce que le souper ne sera pas cuit avant un bon moment. » Et elle expliqua qu'elle était seule pour vaquer aux soins intérieurs, Néa ayant dû se rendre au bourg, à Confesse, comme il est de règle dans la saison de Pâques. « Excusez-moi, Fanta, répondit Lorique. Avec votre permission, je ne resterai point à souper. »« Hein ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a donc, Jésus-Dieu ?»« Il y a que je désire de m'en retourner chez nous. Je ne suis pas à mon aise. » Elle vint se placer près de lui, dans le jour de la porte, pour l'examiner. « C'est vrai que vous êtes pâle. Vous aurez attrapé chaud et froid. »« Possible. » « Et vous prétendez faire 3 lieues de nuit, mal disposé comme vous êtes ? Je n'y consentirai pas. Vous allez coucher dans notre lit, qui est bien clos et bourré de bonnes balles. Garandel et moi, nous trouverons facilement à nous caser dans celui de Néa. Et la fillette sera quitte pour dormir à l'étable. » Tant de sollicitude remua Lorique jusqu'aux entrailles. Il fut sur le point de tout avouer à la vénérable Fanta, si compatissante, si maternelle, mais une pudeur le retint, et aussi le sentiment de son indignité présente aux yeux de celle qu'il aimait. « Dieu vous bénisse, Fanta. De cheminer, cela me dégourdira les sangs. Gardez seulement les taupes, et dites au vieux Garandel qu'il me paiera quand je reviendrai. » Sur cette parole, à double entente, il sortit, malgré les supplications, les « Madoué, Madouetta » note « Mon Dieu donc » fin de note, de la vieille. Comme il franchissait l'échalier à l'angle du pignon, il distingua, dans le crépuscule tombant, la fine silhouette de Néa qui rentrait de Canlez, encapuchonnée dans sa mante. Un instant, il délibéra s'il l'attendrait, mais pour lui dire quoi ? Qu'il y avait en lui l'étoffe d'un homme selon ses vœux ? Ces choses-là se prouvent par des actes. Il se contenta d'agiter en l'air son toquet de feutre en criant « Adieu vat ! Adieu vat !» le cri des marins qui s'embarquent.